Bonjour Laurent Millet. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de la NVO. Laurent, vous êtes le rédacteur en chef de la RPDS, la revue pratique de droit social. Et à ce titre, vous allez tout nous dire, ou presque, sur les ordonnances relatives à la loi travail XXL. Alors tout dire, il va falloir beaucoup de temps pour ça parce que les ordonnances sont malheureusement très importantes. Mais enfin, on va essayer de dire l'essentiel. Alors si on revient sur la définition de l'articulation du rôle de la branche et de l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut dire concernant cette nouvelle loi travail XXL ? Alors, ce que fait la première ordonnance relative à la négociation collective et à l'articulation branche-entreprise, c'est que principalement, elle va beaucoup plus loin que ce qu'avait fait déjà la loi El Khomri. Plus loin, dans quelle mesure alors ? La loi El Khomri avait déjà donné la primauté à l'accord d'entreprise dans toute une série de domaines. Mais là, ce qui est encore plus grave, c'est que ça l'étend. C'est-à-dire que la loi El Khomri ne visait que la durée du travail, les congés et autres. Là, ça vise l'ensemble des matières du droit du travail. Donc, ce qui fait que dans toute une série de sujets, comme par exemple les 13e mois, les primes d'ancienneté, un accord d'entreprise pourra très bien prévoir une disposition moins favorable que ne le prévoit l'accord de branche. Donc ça veut dire que si demain mon employeur décide de supprimer mon 13e mois, ou du moins de le diminuer, il pourra toujours le faire. Il pourra toujours le faire. Alors on pourra toujours objecter que le salarié pourra refuser, mais il y a par ailleurs dans cette première ordonnance une disposition qui permet finalement à l'accord collectif, dans tous les cas, de s'imposer au contrat de travail. Et donc à partir de là, si le salarié refuse cette modification, certes il sera licencié, mais il ne pourra pas contester finalement la cause de son licenciement parce que le seul fait qu'il aura refusé les dispositions de cet accord collectif moins favorables, aura pour effet de causer légitimement son licenciement. On dit techniquement que c'est un licenciement sui generis. Alors on sait aussi qu'avec ces nouvelles dispositions, finalement, il y a des éléments de rémunération qui pourraient être affectés aussi pour le salarié. Alors on ne touche pas au salaire minimum, certes, mais il y a des éléments de rémunération qui pourraient être revus à la baisse. Si par exemple un accord de branche prévoit un 13e mois, l'accord d'entreprise pourrait très bien lui prévoir un demi-13e mois ou pas de 13e mois du tout. Ou de revoir à la baisse la prime d'ancienneté. Ou revoir à la baisse la prime d'ancienneté, ou même revoir à la baisse les indemnités de départ en retraite, par exemple, qui sont prévues, y compris par une convention collective nationale. Alors on dit souvent que finalement on va finir par avoir un code du travail par entreprise. Est-ce que c'est une réalité ? Ça peut le devenir, oui, bien sûr. C'est même, je pense, le principal objectif des ordonnances en question. D'ailleurs, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis environ une vingtaine d'années, la régression des droits en matière de droit du travail passe par le canal de la négociation d'entreprise et donc par la primauté qui est de plus en plus donnée à l'accord d'entreprise. C'est en cela qu'on parle de renversement de la hiérarchie des normes parce qu'il y a un dépérissement de l'autorité de la loi. Et ce dépérissement de l'autorité de la loi, il est renforcé par les ordonnances parce que finalement, dans tout un tas de domaines, notamment, je pense au cas de renouvellement des CDD, je pense au contrat de chantier qu'on veut rebaptiser contrat d'opération, on va finalement déshabiller la loi pour confier ce type de réglementation à l'accord de branche. Alors on va nous dire, mais on a renforcé la branche et donc par ce biais, on a renforcé les droits des salariés. C'est ce que dit le gouvernement en tout cas. Oui, mais c'est faux. En réalité, on déshabille Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire qu'on déshabille la loi qui aura moins d'autorité et en renvoyant par exemple à la branche le nombre de renouvellement des CDD ou les délais de carence, c'est-à-dire les délais pendant lesquels on ne peut pas procéder à plusieurs CDD, finalement, on remet en cause l'autorité de la loi. On peut avoir un droit du travail. Par exemple, il y a environ 300 branches professionnelles. Dans ces 300 branches professionnelles, on pourrait très bien avoir des durées de renouvellement de CDD différents. Des CDI d'opération qui, finalement, auront un régime juridique différent, etc., etc. D'accord. Alors passons à la fusion des instances représentatives du personnel. Alors Muriel Pénicaud prétend que l'on va faciliter le dialogue social en fusionnant ces instances représentatives du personnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas si elle va favoriser le dialogue social. Ce que je sais, c'est qu'avant, on avait finalement trois grandes instances, les DP, le CE, le CHSCT, qui avaient chacun un domaine de spécialité.
Je vais vous prendre un exemple très simple, les risques psychosociaux. Dans une entreprise, quand il y a un risque psychosocial qui finalement se révèle, les délégués du personnel alertent tout de suite l'employeur en lui disant là il y a un problème. Et puis ensuite, le CHSCT et le comité d'entreprise s'en saisissent pour voir comment on pourrait éventuellement remédier au problème et essayer d'identifier les responsabilités. Et puis ensuite, il y a par exemple les délégués syndicaux qui, dans le cadre d'une négociation sur la qualité de vie au travail, pourront essayer d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise pour que les conditions de travail s'améliorent. Donc on voit bien qu'avec les trois instances séparées, ces trois compétences différentes qui, loin finalement de se marcher dessus, se complètent harmonieusement, même si c'est dans une temporalité différente. Et donc, ce qui va se passer avec la fusion des instances, c'est qu'on va avoir des élus couteaux suisses, c'est-à-dire des élus... Et c'est pas bien, des élus couteaux suisses ? C'est-à-dire qu'ils vont perdre en spécialisation, et donc, quelque part, ils seront moins, entre guillemets, performants, et ils vont faire finalement des petits bouts, par petits bouts. Et donc, ça ne peut qu'à mon avis, affaiblir la force des institutions collectives. Alors passons à la sécurisation des rapports de travail. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Il y a plusieurs volets dans ce gros bloc sécurisation des rapports du travail. Il y en a trois principalement. Qui sont d'abord évidemment la barémisation des indemnités de licenciement abusif. Bon, ce qui a fait quand même couler beaucoup d'encre. Oui, par exemple, un conseiller prud'homme m'expliquait l'autre jour de manière très très simple que ça lui arrivait pour un salarié qui avait 20 ans d'ancienneté, voire 30 ans d'ancienneté, c'est-à-dire une carrière assez longue, d'octroyer jusqu'à, en fonction du préjudice subi, jusqu'à 36 mois de salaire par exemple. Eh bien aujourd'hui, avec le barème, ça sera 20 mois. Sans possibilité d'augmenter ce montant, alors sauf si le salarié prouve qu'il a subi un autre préjudice, mais là on rentre dans des cas tout à fait particuliers. Et il y a aussi une autre disposition qui ne se voit pas, si j'ose dire, mais qui est très très prégnante. C'est que, y compris pour les licenciements qui sont faits en violation d'une liberté fondamentale, par exemple une femme enceinte, un accidenté du travail ou autre, eh bien, on a rabaissé. Alors, l'indemnisation, c'était 12 mois de salaire minimum avant. Eh bien, on a ramené tout le monde à 6 mois de salaire minimum. Comme un représentant du personnel qui est licencié sans autorisation, par exemple. Alors il y a un deuxième volet aussi, c'est la notification du licenciement. Ah oui, alors la notification du licenciement, ça c'est une grande histoire parce que, en gros, aujourd'hui, quand un licenciement est notifié et que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, eh bien, c'est automatiquement des fautes cause réelle et sérieuse et automatiquement pour le salarié un minimum de 6 mois de salaire. Demain, l'ordonnance modifie ce système et elle permet en plus à l'employeur d'en rajouter au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, le licenciement est notifié. Si le salarié s'aperçoit que finalement, c'est pas très clair cette affaire-là et qu'il demande des explications à l'employeur pourra repréciser les choses. Et si le salarié ne demande rien, alors là, ce qui est encore pire, l'employeur pourra éventuellement, y compris jusqu'au jour du procès, préciser les motifs de la lettre de licenciement. On entérine un véritable droit à l'erreur en fait. Tout à fait. Et en tout état de cause, le salarié n'aura plus le droit, si effectivement l'irrégularité est constatée, à la fin qu'à 1 mois de salaire au lieu des 6 mois minimum qu'il pouvait percevoir jusque-là. Et puis on nous dit ah oui mais bon, il y a une contrepartie, c'est l'augmentation des indemnités légales de licenciement. Mais là aussi c'est une arnaque parce que j'ai bien regardé le projet de décret et je m'aperçois qu'effectivement, l'indemnité légale de licenciement sera augmentée de 25% pour les premiers 10 ans, mais que ensuite c'est dégressif. C'est-à-dire que le salarié qui a 36 mois d'ancienneté, l'augmentation de son indemnité légale, ça sera 4,4%. D'accord. Donc on voit bien que ancien et moins on a d'augmentation d'indemnité. L'augmentation était tout à fait relative. Et là, on voit bien que c'est carrément une arnaque, enfin à mon sens. Alors il y a un petit élément surprise en plus dans ces ordonnances qu'on n'avait pas soupçonné au départ, c'était l'instauration des ruptures conventionnelles collectives. Oui, tout à fait. Il n'en a jamais été question d'après les informations que j'ai pu recueillir auprès de la délégation CGT. Alors quel est l'objet de ces mesures, à votre avis ? Alors les plans de départ volontaire, ça existe aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsqu'il concerne au moins 10 salariés dans une entreprise de 50 et plus, eh bien...
ils doivent rentrer dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Et qui dit plan de sauvegarde de l'emploi, dit un certain nombre de mesures de reclassement et autres. Alors qu'il y a demain, avec la rupture conventionnelle collective, ça va être un peu comme une sorte d'une addition de rupture conventionnelle individuelle, c'est-à-dire qu'il y aura une négociation de gré à gré qui ne se fera pas entre l'employeur et le salarié, mais entre l'employeur et les salariés qui seront d'accord pour partir, et ça sera ensuite homologué par la directe, c'est-à-dire par l'administration, comme une rupture conventionnelle ordinaire, si j'ose dire, individuelle, et évidemment, elle ne s'accompagnera pas de toutes les mesures de reclassement qui peuvent, et des mesures de reclassement, et aussi de la consultation des institutions représentatives du personnel, qui seraient obligatoires en cas de plan de départ volontaire s'inscrivant dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors dans l'exemple que vous venez de citer, justement, on voit qu'il y a une très grande cohérence d'ensemble entre ces trois blocs que constituent les ordonnances. Je le crois parce que, en fait, on a un affaiblissement des droits individuels par le biais de la primauté donnée à l'accord d'entreprise, et donc un affaiblissement des garanties collectives au niveau de la branche. Et ensuite, par ailleurs, on essaye de priver, mais ils ne se laisseront pas faire, j'en suis sûr, on essaye de priver les salariés de points d'appui collectifs en restreignant leurs moyens de contestation par la fusion des instances. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand dans la fusion des instances, par exemple, on permet, par accord majoritaire dans les entreprises de 300 salariés et plus, d'intégrer les délégués syndicaux au nouveau comité social et économique, comme on va l'appeler. Et donc à partir de là, ça revient finalement pour les délégués syndicaux à s'autodissoudre, puisque finalement ils deviennent des sortes de personnages comme les autres dans cette instance unique. Alors comme vous l'avez dit Laurent Millet, les salariés ne se laisseront pas faire, on leur donne rendez-vous le 21 septembre. Et dans un premier temps, ou dans un deuxième temps plutôt. Merci beaucoup. Merci.